Le lendemain de la mort de mon mari, je suis rentré chez moi pour découvrir les serrures changées et sa mère déballant tranquillement dans ma cuisine. Vous n'êtes qu'une épouse sans droit. Cette maison appartient désormais à la famille, a-t-elle raillé. Je n'ai pas protesté. Je l'ai fixé, puis j'ai souri, car ils oubliaient quelque chose de crucial. Patricia a appelé pendant que je signais des papiers au funérarium. Maman pense que ce serait plus facile si tu ne revenais pas tout de suite à l'appartement, a-t-elle dit, sa voix prudemment neutre. Nous aidons à trier les affaires de J. La ligne s'est coupée avant que je puisse répondre. 2 heures plus tard, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire par aider. De nouvelles serrures sur l'appartement 4B, ma valise dans le couloir, et à travers la fenêtre. Déborah assise à ma table de cuisine, écrivant dans ce qui ressemblait à mon chéquier. Le directeur des pompes funèbres, M. Grayson, expliquait encore les frais d'entretien de la parcelle de sépulture quand l'appel de Patricia est arrivé. Je suis sorti dans le couloir pour répondre, pensant qu'elle pourrait avoir besoin d'indications pour le cimetière pour le service de demain. Ces mots n'avaient d'abord aucun sens. Pourquoi serait-ce plus facile? Les affaires de J étaient nos affaires, tissées ensemble au fil de 7 ans de mariage dans cet appartement d'avant-guerre sur East 78 et H Street. Le tonnerre de cloche abrupte m'a laissé fixant mon téléphone pendant que les familles endeuillées passaient dans le couloir bordeaux du funérarium. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être là avec moi aujourd'hui. Si vous croyez que les veuves méritent respect et protection pendant leurs heures les plus sombres, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires. J'ai signé les papiers restants à la hâte, ma signature devenant de plus en plus brouillonne à chaque formulaire. Le trajet du funérarium dans le Queens jusqu'à Manhattan a pris 40 minutes dans la circulation. 40 minutes à revivre les paroles de Patricia. Quelque chose de froid se répandait dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec la perte de John. Au moment où j'ai atteint notre immeuble, je me suis garé en parallèle dans la place que John avait peinte d'un petit X comme étant la nôtre. Mes mains tremblaient pour des raisons au-delà de l'épuisement. L'ascenseur de notre immeuble avait toujours été lent, mais ce jour-là, il rampait. 2e étage, 3e étage, chaque digne marquant une seconde de plus avant que je ne comprenne ce que Patricia voulait dire. Lorsque les portes se sont ouvertes au 4e étage, je l'ai vue immédiatement. Ma valise, la rouge que John m'avait achetée pour notre 5e anniversaire, assise contre le mur du couloir comme des bagages abandonnés à l'aéroport. Mon sac d'ordinateur portable était penché à côté, et une boîte en carton avec les affaires de Marie, écrite de la belle écriture de Patricia, était dessus. Ma clé glissait dans la serrure, mais ne tournait pas. J'ai essayé encore, la secouant comme on le fait quand les serrures collent en hiver. Rien. Le laiton semblait étranger sous mes doigts, plus neuf que le trou de serrure usé que j'avais utilisé des milliers de fois. C'est à ce moment-là que j'ai regardé par la fenêtre à côté de la porte, celle que John avait installée pour que nous puissions voir les visiteurs. Déborah était assise à ma table de cuisine, son collier de perles attrapant la lumière de l'après-midi, écrivant calmement dans ce qui était définitivement mon chéquier. Elle portait le cardigan en cachemire que John lui avait donné à Noël dernier. Nous avions vécu 7 ans dans le 4B. 7 ans de toast français le dimanche matin, de John fredonnant des chansons des Beatles faux en faisant des œufs brouillés. De planification de notre avenir contre ces murs de cuisine. Nous les avions peints en verre sauge ensemble lors de notre 2e année, nous disputant sur les nuances pendant 3 heures chez Home Depot avant de faire un compromis sur la pluie reposante. Nous nous étions aimés sur ce sol de cuisine une fois, ivres de vin et de rire après la fête de fin d'année de son entreprise. Nous nous étions disputés là aussi, à propos d'argent quand sa première start-up avait échoué, à propos d'enfants que nous continuions de reporter, à propos de la désapprobation constante de sa mère à mon égard. L'appartement avait été notre sanctuaire contre le jugement de Déborah. Elle n'avait jamais approuvé que John épouse une rédactrice technique plutôt que le chirurgien ou l'avocat qu'elle avait imaginé. À notre mariage, le CTO l'a juste témoigné comme nous le voulions. Elle avait porté du noir et est partie avant le gâteau. Pendant 7 ans, elle avait fait des commentaires sur mes petits projets indépendants et avait demandé à John quand il allait se caser correctement, comme si notre mariage n'était qu'un entraînement pour sa vraie vie. Mais John m'avait choisi, m'avait défendu, m'avait aimé avec une férocité qui rendait sa critique supportable. Il y a 3 mois, quand il a finalement été promu directeur créatif, il avait dit « Nous allons rénover la salle de bain avec mon premier bonus. De vraies tuiles, pas cette merde à presser. Nous allons mourir dans cet appartement. Mère, quand nous aurons 90 ans, nous serons toujours là,
et maman demandera encore quand je vais rencontrer quelqu'un d'approprié. J'ai frappé à la porte. Déborah a levé les yeux de mon chéquier, mais n'a pas bougé. J'ai frappé plus fort maintenant avec mon poing. Patricia est apparue derrière sa mère, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, puis s'est dirigée vers la porte. Elle l'a ouverte exactement 3 centimètres. La chaîne était toujours sécurisée. C'est illégal, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma voix. J'habite ici. Mon nom est sur le bail. En fait, a dit Patricia, ne me rencontrant pas tout à fait les yeux. Seulement le nom de John était sur le bail, a confirmé maman auprès de la direction de l'immeuble. Sans certificat de mariage formel déposé auprès d'eux, vous êtes techniquement juste une invitée de longue date. Nous étions mariés depuis 7 ans. Maman pense, a commencé Patricia. Je me fiche de ce que ta mère pense. Ma voix montait maintenant et Madame Chin de 4C a jeté un coup d'œil. Mon mari est mort hier. Hier? Son corps n'est même pas encore en terre et tu voles ma maison. Personne ne vole, a appelé Déborah de la cuisine, ne se levant toujours pas, je protège les actifs de mon fils. Tu peux récupérer tes affaires. Patricia les a soigneusement emballées. J'ai regardé la boîte à mes pieds. C'est en réduit à un conteneur en carton et une valise. À l'intérieur du 4B, j'ai pu voir que Déborah avait déjà commencé à changer les choses. Une nouvelle nappe sur la table à manger. Ces hideuses figurines de chat sur l'étagère où se trouvaient mes livres de photographie. La fenêtre de la cuisine était ouverte et je pouvais entendre la radio jouer de la musique classique. Celle que John détestait mais qu'il prétendait apprécier quand sa mère venait. Où suis-je censé aller? J'ai demandé à Patricia par l'entrebâillement. Elle s'est décalée mal à l'aise. Maman dit que tu dois avoir de la famille ou des amis. C'était toujours l'appartement de John. Je pensais que c'était notre appartement. Nos noms sur les factures de services publics, notre compte Netflix partagé connecté à la télévision intelligente, nos vies entrelacées dans chaque coin. Mais Déborah avait prévu cela. Elle devait attendre, se préparer, peut-être même espérer cette chance de reprendre son fils à la femme qu'elle jugeait indigne. Madame Chin regardait toujours depuis son seuil. J'ai croisé son regard et elle a secoué lentement la tête. Malheureusement, il y a 3 semaines, elle a essayé de m'avertir. Elle avait vu Déborah tester les poignées de porte, interroger le concierge sur les transferts de bail, étudier le règlement de l'immeuble. Fais attention à celle-là, avait-elle dit autour d'un thé. Certaines mères ne lâchent jamais. J'ai ramassé ma valise, mon sac d'ordinateur portable, la boîte pathétique de mes affaires. Patricia fermait déjà la porte. Par l'entrebâillement, j'ai vu Déborah déchirer un chèque de mon chéquier, le plier soigneusement et le mettre dans son sac à main. Elle souriait, le sourire satisfait de quelqu'un qui avait gagné une partie à laquelle l'autre personne ne savait pas qu'elle jouait. L'hôtel près de Penn Station coûtait $90 par nuit et sentait la cigarette, malgré les panneaux aux défenses de fumée partout. Je me suis assise au bord du lit, tenant toujours la boîte en carton que Patricia avait emballée, quand mon téléphone a vibré avec un SMS de mon amie Angela. « Comment va John ? Des changements ? » La question m'a coupé le souffle. Angela ne savait pas que John était mort. La plupart des gens ne le savaient pas encore. J'étais trop consumé par les arrangements funéraires pour passer des appels et maintenant j'étais sans abri avec un mari à enterrer demain. Mais assise dans cette chambre sordide, je me suis souvenu d'autre chose. L'hôpital. Ces 2 derniers jours où tout avait basculé. Quand Déborah avait montré ses véritables intentions pendant que John mourait. J'aurais dû le voir venir. Ça avait commencé il y a 3 jours quand John s'était effondré dans notre cuisine. Le trajet en ambulance jusqu'à Moundsea avait été un flou de sirènes et de terminologie médicale que je ne comprenais pas. Il l'avait emmené d'urgence dans l'unité cardiaque, me laissant dans une salle d'attente qui ressemblait au purgatoire, des murs beiges, des chaises inconfortables, et une télévision diffusant les nouvelles du matin en sourdine. Pendant 6 heures, je suis resté assise là, seule, appelant son bureau pour dire qu'il ne viendrait pas, envoyant un SMS à Patricia que sa sœur était à l'hôpital, laissant un message vocal à Déborah que je savais qu'elle ignorerait jusqu'à ce que cela lui convienne. Quand Déborah est finalement arrivée ce soir-là, elle a balayé les portes de l'unité cardiaque, portant ses perles signatures et une robe noire plus appropriée pour une réunion du conseil que pour une visite à l'hôpital. Elle ne m'a pas reconnu d'abord, marchant droit vers le poste de l'infirmière. « Je suis Déborah Whitmore », a-t-elle annoncé, sa voix portant dans tout le service. La mère de John Whitmore.
Je dois parler immédiatement à son médecin. L'infirmière, une femme patiente nommée Carole qui m'avait mise à jour toute la journée, m'a jeté un regard avant de répondre. La femme de Madame Whitmore est là depuis ce matin. Elle est inscrite comme sa procuration de santé. Sa femme. Déborah s'est tournée pour me regarder pour la première fois, son expression suggérant qu'elle avait découvert quelque chose de dégoûtant sur la semelle de sa chaussure. Je suis sa mère, sa vraie famille. J'ai des droits ici. Madame, la désignation de la procuration de santé, a commencé Carole. Je veux voir ce document, a interrompu Déborah. Mon fils n'était pas dans son bon sens quand il a signé le papier qu'elle lui a poussé devant. Je demande à lui parler seul. La façon dont elle a dit cela a clairement indiqué que je n'étais plus marié à son fils, juste un obstacle entre elle et son fils. Carole a maintenu son calme professionnel, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Monsieur Whitmore est sédaté et sous respirateur. Personne ne peut lui parler pour l'instant. Les yeux de Déborah se sont plissés. Elle a sorti son téléphone et a commencé à passer des appels, sa voix délibérément forte. Richard, c'est Déborah. J'ai besoin que tu te renseignes sur les lois relatives aux procurations de santé à New York. Mon fils est incapable et il y a un problème avec sa prétendue femme. Je me suis rassise sur ma chaise en plastique, trop épuisé pour me battre. Laisse-la passer ses appels. John avait été clair sur ses souhaits quand nous avions rédigé ces documents il y a 2 ans. Mais en regardant Déborah faire les 100 pas dans le couloir comme si elle possédait les lieux, exigeant des réunions avec des administrateurs d'hôpital, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il ne s'agissait pas seulement des soins médicaux de J. Le lendemain matin, alors que je somnolais sur la chaise à côté du lit de J, Patricia a appelé. Sa voix était étrangement formelle, comme si elle lisait un script. Marie, je vais passer à l'appartement pour récupérer quelques affaires de J. Ses cartes d'assurance, des vêtements au cas où il en aurait besoin. Je peux les prendre, ai-je dit, regardant la poitrine de John monter et descendre avec le ventilateur. Je serai de retour dans quelques heures pour me doucher. Non, ne vous dérangez pas. Vous devriez rester avec lui. Dites-moi juste où vous conservez les documents importants. Quelque chose dans son ton m'a fait m'asseoir plus droite. Quel document? Oh, vous savez, papier d'assurance, relevé bancaire. Maman veut s'assurer que tout est en ordre. Patricia, ce sont des informations privées. L'appartement est-il réglementé par le loyer, a-t-elle soudainement demandé. Maman est curieuse de la situation du bail. Le non-sens m'a dérouté. Pourquoi cela importerait-il maintenant? Juste curieuse. Et l'assurance vie? John a bien une assurance vie, n'est-ce pas? Par son travail. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient alors que je regardais John, inconscient et vulnérable, des tubes allant et venant de son corps. Sa famille ne s'inquiétait pas de sa guérison. Il se partageait déjà sa vie. Ce soir-là, John s'est brièvement réveillé. Ses yeux ont trouvé les miens immédiatement, et j'ai vu la peur là, pas de mourir, mais de quelque chose d'autre. Il ne pouvait pas parler à cause du ventilateur, mais il a serré ma main avec une force surprenante. Ça va, ai-je murmuré, me penchant près. Tu vas t'en sortir. Il a secoué légèrement la tête, des larmes lui remplissant les yeux. Avec effort, il a levé son autre main et a pointé vers la porte où Déborah se tenait plus tôt. Puis il a serré ma main à 3 reprises. Notre vieux code de quand nous assistions au terrible dîner de Déborah. 3 serments signifiaient à me sauver. Ta mère? J'ai demandé calmement. Il a hoché la tête, puis a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. L'infirmière est entrée pour ajuster ses médicaments, et je l'ai vu essayer de communiquer avec elle aussi, devenant agitée. Monsieur Whitmore, vous devez rester calme, a-t-elle dit doucement, augmentant son sédatif. Alors que le médicament faisait effet, John m'a serré plus près avec la peu de force qui lui restait. Le ventilateur l'empêchait de parler normalement, mais il a réussi à murmurer à travers, sa voix à peine audible. Ne la laisse pas gagner. Quand quoi? J'ai demandé, mais ses yeux se fermaient déjà. Sa main a bougé à nouveau, un geste faible vers son estomac, puis plus bas. Il a murmuré 2 mots. Congélateur. Tu te souviens du congélateur? Je pensais qu'il était confus, se souvenant peut-être d'une vieille conversation sur le fait qu'il fallait le dégivrer. John, repose-toi maintenant. Ne t'inquiète pas pour l'appartement.
Mais il a secoué la tête avec urgence, essayant d'en dire plus. Congélateur, mère. Tu te souviens du congélateur? Le médicament l'a emporté avant qu'il ne puisse expliquer. Ce seraient les dernières paroles cohérentes que mon mari m'ait jamais dites. Déborah est revenue à 20 h ce soir-là, cette fois avec un homme en costume qu'elle a présenté comme un conseiller de famille. Il parlait à voix basse près du poste de l'infirmière, jetant occasionnellement des regards sur moi. Quand les heures de visite se sont terminées à 21 h, Déborah a fait semblant de ramasser son manteau. Certains d'entre nous ont besoin de repos, a-t-elle annoncé à personne en particulier. Nous ne pouvons pas tous rester ici indéfiniment. Je serai à mon hôtel s'il y a une urgence réelle. Elle est partie sans dire au revoir à John, sans le toucher, sans même regarder les machines qui le maintenaient en vie. L'infirmière de nuit, différente de Carole, a mentionné 1 heure plus tard qu'elle avait vu Déborah au bureau administratif. Elle posait des questions sur les certificats de décès, a dit l'infirmière doucement, sur qui a l'autorité pour les réclamer, les protocoles de parents le plus proche. Je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais ça semblait étrange. Votre mari se bat toujours, mais John ne se battait plus. À 3h47 du matin, son cœur a cédé. Les alarmes se sont déclenchées et la pièce s'est remplie de personnel médical, mais j'ai su d'après leur visage que c'était fini. J'ai tenu sa main pendant qu'il le prononçait mort, j'ai embrassé son front pendant qu'il était encore chaud, et j'ai fermé ses yeux moi-même parce que Déborah n'était pas là pour le faire. Elle m'avait laissé affronter sa mort seule, planifiant déjà ce qui venait ensuite. L'appel au funérarium est arrivé à 4h15 du matin, 17 minutes après la mort de J. Ils avaient besoin de savoir où le transporter. Je leur ai donné l'adresse de Grayson et fils d'une voix qui ne ressemblait pas à la mienne, puis je me suis assise dans le couloir de l'hôpital jusqu'au lever du soleil, incapable de bouger. Quand j'ai finalement quitté Moundsea à 7 h ce matin-là, j'avais une seule pensée, rentrer à la maison, me doucher, et trouver quelque chose d'approprié à porter pour les arrangements que je devrais faire. La normalité de ce plan, se doucher, s'habiller, fonctionner, semblait être la seule chose qui me tenait. Je me suis arrêté à la bodega au coin de 78th et Lexington, celle où Hassan connaissait notre commande de bagel du dimanche par cœur. Il a vu mon visage et a commencé à me poser des questions sur John. Mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté. J'ai acheté du lait, du pain, des œufs, des achats absurdes pour une veuve qui ne mangerait pas pendant des jours. Mais mes mains ont agi en pilote automatique, choisissant des articles pour une vie qui n'existait plus. Les sacs en plastique me coupaient les poignets alors que je marchais le dernier pâté de maison jusqu'à notre immeuble. Le trajet en ascenseur semblait différent cette fois-ci. Quand il s'est ouvert au 4e étage, j'ai tâtonné pour trouver mes clés, jonglant avec les sacs d'épicerie tout en cherchant dans mon sac. Le poids familier de la clé en laiton, lissée par 7 ans d'utilisation, était rassurant, mais quand j'ai essayé de l'insérer dans la serrure de l'appartement 4B, elle s'est arrêtée à mi-chemin. Le mécanisme avait été changé. J'ai retiré la clé, l'ai examinée comme si elle s'était transformée d'une manière ou d'une autre, puis j'ai essayé encore. Rien. Les chiffres en laiton sur notre porte 4B semblaient se moquer de moi. Ces chiffres que j'avais tracés avec mon doigt d'innombrables fois, attendant que John retrouve ses clés après des sorties nocturnes, appartenaient maintenant à une porte qui ne voulait pas m'admettre. Par le Judas, j'ai vu un mouvement. Déborah était assise dans ma cuisine, portant le tablier que John m'avait donné en blague à Noël dernier. Celui avec déesse de la cuisine imprimé dessus. Elle tenait la tasse de ma grand-mère, la porcelaine délicate avec de minuscules violettes qui avaient survécu à 3 générations pour finir dans ses mains manucurées. La vue d'elle si à l'aise dans mon espace, si installée, a fait que ma vision s'est brouillée de rage. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort. Les courses sont tombées par terre, les cartons de lait se fendant légèrement au niveau de la couture. Finalement, après ce qui a semblé être des heures mais qui était probablement 30 secondes, les pas de Déborah se sont approchés. La porte s'est ouverte de 3 cm, arrêtée par la chaîne que j'avais installée après avoir cassé la porte du couloir il y a 2 ans. Marie, ai-je dit, ma voix dégoulinant de fausse sympathie. Tu es là plus tôt que prévu. Ouvre la porte, Déborah. J'habite ici. Elle a incliné la tête, un geste de préoccupation appris qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ma chère, j'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. Tu vois, tu n'es qu'une épouse sans droit. Cet appartement appartenait à mon fils. Sans enfant, sans ton nom sur le bail, tu n'es simplement. Elle a fait une pause, savourant les mots.
Qu'une invitée dont l'invitation a expiré. La cruauté désinvolte de cela, livrée alors qu'elle portait mon tablier et tenait ma tasse de grand-mère, a fait vaciller mes genoux. Je me suis redressé contre le chambranle, consciente que Madame Chin avait ouvert légèrement sa porte pour observer. Nous étions mariés depuis 7 ans. J'ai réussi. Un bout de papier, a continué Déborah. Ça s'est terminé au moment où John est mort. Il s'agit de la famille maintenant. La vraie famille. Elle a accentué le mot sans comme si c'était sacré. Comme si les années que j'avais passées à aimer son fils ne signifiaient rien contre son ADN. Derrière elle, Patricia est sortie de ce qui avait été notre chambre. Elle portait une brassée de mes vêtements, les pliant avec l'efficacité clinique de quelqu'un qui fait un don à des œuvres de charité. Elle ne m'a pas regardé, a juste continué son travail méthodique, plaçant mes affaires dans des boîtes qu'elle avait étiquetées de sa belle écriture. Affaire de Marie. Patricia, ai-je appelé. Que fais-tu? Elle a levé les yeux brièvement, son visage prudemment neutre. Maman dit, c'est mieux comme ça. Une rupture nette, moins douloureuse pour tout le monde. Par l'entrebâillement, j'ai pu voir d'autres boîtes empilées dans le salon. Mes livres de photographie étaient empilés sur la table basse. Les coussins que j'avais cousus moi-même étaient déjà dans des sacs poubelles. 7 ans à construire une maison réduit à une vente de succession alors que le corps de mon mari était encore chaud. C'est illégal, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Tu ne peux pas juste changer les serrures. J'ai des droits. Tu en as, a interrompu Déborah. Vérifie le bail, ma chère. Vérifie dont le nom y est. John ne t'a jamais ajouté. J'ai vérifié cela avec la direction de l'immeuble ce matin. Ils ont été très serviables une fois que j'ai expliqué la situation. Elle avait raison pour le bail. John avait toujours eu l'intention de m'ajouter, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne s'était jamais produit. Il y avait toujours eu quelque chose de plus urgent, une raison de retarder. Ou peut-être que je pensais maintenant que Déborah avait aussi influencé cela, semant le doute dans l'esprit de son fils pour garder les choses séparées au cas où. Je disais des choses chaque semaine. J'ai. Mes meubles. Est-ce que tu peux prouver ce qui est à toi, a demandé Patricia derrière sa mère. As-tu des reçus? De la documentation. Maman a été très prudente en cataloguant les possessions de J. Ils ont planifié ça. Chaque détail, chaque mot chorégraphié pendant que je tenais la main de J à l'hôpital. Pendant que je fermais ses yeux, ils changeaient les serrures. Pendant que j'appelais le funérarium, ils emballaient ma vie. Où suis-je censé aller? La question s'est échappée avant que je ne puisse l'arrêter, révélant ma vulnérabilité. Le sourire de Déborah était petit mais triomphant. Je suis sûr que tu as de la famille, des amis, quelqu'un qui t'accueillera. Nous laisserons tes affaires dans le couloir. Prends ce que tu peux porter maintenant. Elle a commencé à fermer la porte, mais j'ai coincé mon pied dans l'entrebâillement. John détesterait ça, ai-je dit. Il serait dégoûté par ce que tu fais. Pendant un instant, quelque chose a vacillé sur le visage de Déborah, mais c'était parti instantanément, remplacé par une détermination froide. John n'est plus là pour avoir des opinions, et c'est pourquoi, ma chère, tu dois partir. La porte a pressé plus fort contre mon pied. Patricia avait rejoint sa mère, toutes deux poussant. J'aurais pu me battre, crier, appeler la police tout de suite. Mais alors que je me tenais là, les courses déversant du lait sur le tapis du couloir, autre chose m'est venue à l'esprit. Un souvenir d'il y a 3 ans, un document qu'il ne savait pas exister, un secret que j'avais gardé même de John. Je me suis reculé, laissant la porte se fermer, mais pas avant d'avoir souri. Un petit sourire entendu qui a fait hésiter Déborah. Profitez de l'appartement, ai-je dit par la porte. Mettez-vous à l'aise. Nous avons l'intention de le faire, a répondu Déborah, mais j'ai entendu une incertitude se glisser dans sa voix. J'ai ramassé ce que je pouvais porter. Ma valise, mon sac d'ordinateur portable, une boîte, et j'ai laissé le reste. Madame Chin regardait toujours depuis son seuil. En passant devant elle, elle a murmuré. Je les ai vus arriver ce matin avec un serrurier. J'ai essayé de leur dire d'attendre, mais ça va, lui ai-je dit. Et étrangement, je le pensais, car Deborah Whitmore, dans toute sa planification méticuleuse, avait négligé un détail crucial. L'appartement n'était pas seulement au nom de J sur le bail. Le bail lui-même était dénué de sens. Il y a 3 ans,
lorsque l'immeuble est passé en coopérative, j'avais acheté l'appartement via une LLC, gardant le nom de J sur le bail comme une formalité, une gentillesse pour préserver sa fierté pendant une période difficile. Alors que je marchais vers l'ascenseur avec ma collection pathétique d'affaires, je ne battais pas en retraite. Je me regroupais. Déborah pensait avoir gagné la guerre d'un seul coup, mais elle n'avait fait que tirer le premier coup. Et demain, quand je reviendrai avec mon avocat et les documents de propriété qu'elle n'avait jamais su exister, elle apprendrait ce que John avait toujours su. J'étais plus forte que je ne le paraissais. L'ascenseur de l'hôtel sentait la bière éventée et la déception. Je suis descendu au lobby, les roues de ma valise accrochant le seuil déformé en sortant sur la 8e avenue. La zone de Penn Station la nuit était une créature différente qu'en journée. Des enseignes au néon se reflétant sur le trottoir mouillé même s'il n'avait pas plu. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, un endroit où Déborah ne me chercherait jamais. Le panneau au confort il ne promettait rien de confortable, mais il prenait de l'argent et ne posait pas de questions. La chambre 317 était exactement ce que $90 achetait près de Penn Station. Des brûlures de cigarettes sur la table de chevet malgré les panneaux aux défenses de fumée, une fenêtre donnant sur un mur de briques, et des draps qui sentaient agressivement l'eau de Javel. J'ai posé mes affaires par terre et je me suis assise sur le bord du lit, me permettant enfin de traiter ce qui venait de se passer. John était mort. J'étais sans abri. Sa mère avait orchestré une prise de contrôle si rapide qu'elle semblait répéter. Mon téléphone était resté silencieux depuis que j'avais quitté l'appartement. Maintenant, il s'allumait avec un SMS d'Angela demandant des nouvelles de John. Un autre de ma collègue se demandant si j'avais besoin de couverture pour la date limite de demain. Le monde normal continuait pendant que le mien s'était effondré. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Sandra Reeves. Sandra et moi avions été colocataires à NYU à l'époque où nous pensions conquérir Manhattan avec nos rêves respectifs, le sien en écriture. Nous sommes restés en contact sporadiquement, cartes de vœux, et cafés occasionnels. Mais quand j'avais eu besoin d'un avocat spécialisé en immobilier il y a 3 ans, elle était la seule en qui j'avais confiance. Elle a répondu à la première sonnerie malgré qu'il soit plus de 21h. Marie, je pensais à toi. Comment va John? Il est mort ce matin. Les mots sont sortis plats, factuels. Son halètement brusque a traversé le téléphone. Oh, Marie, je suis tellement désolé. Sandra, sa mère m'a enfermé hors de l'appartement, a changé les serrures pendant que j'étais au funérarium. Elle dit, je n'ai pas de droit parce que le nom de J est seul sur le bail. Pause. Puis la voix de Sandra s'est transformée, devenant plus vive dans son ton d'avocat. Elle a fait quoi? Marie, l'appartement. Tu possèdes cet appartement. La LLC. Elle ne sait pas pour la LLC. Whitmore Mary Holdings, a dit Sandra lentement comme si elle consultait des dossiers mentaux. Nous l'avons déposé il y a 3 ans quand l'immeuble est devenu une coopérative. Tu l'as acheté cash, payé cash avec tes économies et ce prêt de ton frère. Tout est au nom de la société, mais tu en es le seul membre. John n'a jamais su, j'ai admis, fixant la tache d'eau au plafond qui ressemblait à un point d'interrogation. Je lui ai laissé le bail comme formalité. Laisse-le penser que nous louions toujours. Tu as protégé sa fierté, a dit Sandra doucement. Et maintenant, cette décision va te protéger. Déborah n'a aucun droit. Elle est en infraction. Peux-tu retrouver les documents? J'ai besoin de tout demain. Je l'aurai prêt pour 8 heures. Marie, nous allons régler ça. Elle a commis une grave erreur juridique, et nous allons nous assurer qu'elle comprenne. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise dans le silence de la chambre minable, me souvenant de cette nuit il y a 3 ans quand j'avais pris la décision qui allait maintenant me sauver. Le cabinet de publicité de John avait éliminé tout son département dans une restructuration d'entreprise. Il était rentré à la maison avec une boîte de classement d'articles personnels et des yeux qui semblaient évidés. Pendant des semaines, il s'était assis à notre table de cuisine, envoyant des CV qui disparaissaient dans le vide, sa confiance s'érodait à chaque rejet silencieux. La conversion de l'immeuble en coopérative avait semblé être une autre catastrophe. Les résidents pouvaient soit acheter leurs unités, soit déménager dans les 6 mois. Le prix d'achat était raisonnable pour Manhattan, mais toujours au-delà de ce que nous pouvions gérer. John étant au chômage, il avait commencé à chercher des locations dans le Queens, vaincu. C'est là que j'avais pris ma décision. Je travaillais en freelance comme rédactrice technique depuis des années, construisant tranquillement une clientèle qui payait bien.
Mon compte d'épargne contenait assez pour une mise de fonds, et mon frère Thomas avait immédiatement offert son aide quand je l'avais appelé. Combien te faut-il, avait-il demandé, sans hésitation. 50 000 $, j'ai murmuré, honteuse d'en avoir besoin. C'est fait, je te transfère ça demain. Et Marie, oublie ce prêt de 50 000 $ que je t'ai fait. Utilise les avocats que tu veux. Prends cet appartement et jette-la dehors. Après que nous ayons raccroché, je me suis retrouvé dans la salle de bain rudimentaire de l'hôtel. Les lumières fluorescentes révélant chaque heure des 3 derniers jours. Dans mon reflet, mon visage ressemblait à celui d'une étrangère joue creuse, yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Je portais toujours mon alliance, la simple bande maintenant recouverte d'une pellicule de désinfectant d'hôpital qui ne partait pas, peu importe combien je frottais. Je me suis appuyé contre le lavabo fissuré, l'eau froide coulant sur mes mains, et j'ai pris une décision. Il ne s'agissait plus seulement de l'appartement. Déborah avait essayé de m'effacer pendant que j'étais encore à vif après avoir vu John mourir. Elle avait violé l'espace où nous avions construit notre vie, touché des choses qui gardaient nos souvenirs, emballé 7 ans comme s'ils ne signifiaient rien. John, ai-je murmuré à mon reflet, son nom sonnant à la fois comme un adieu et un cri de bataille. Je vais me battre pour notre maison. La personne qui me regardait avait l'air différente soudainement. Pas plus forte exactement, mais déterminée. Demain, je reviendrai à l'appartement 4B avec des documents que Déborah n'avait jamais su exister. Demain, elle apprendrait que la femme qu'elle avait écartée comme juste une épouse protégeait cette maison depuis toujours. J'ai éteint l'eau, séché mes mains sur les serviettes en papier rugueuses, et je suis retourné dans la chambre sombre. Dehors, les sirènes hurlaient dans la nuit, la ville continuant son rythme implacable. Mais dans la chambre 317, je me suis assise au petit bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à me préparer à la guerre. L'écran de mon ordinateur portable brillait dans la chambre d'hôtel sombre alors que je tapais une chronologie des événements, documentant tout tant que c'était frais. À 3 heures du matin, j'ai finalement fermé l'ordinateur et j'ai essayé de dormir sur des draps qui ressemblaient à du carton. 4 heures plus tard, l'alarme de mon téléphone m'a tiré du sommeil. Sandra m'avait envoyé un SMS, document prêt. Rendez-vous à 8h30. Starbucks sur 77 TH et Lex. L'air matinal était vif sur mon visage alors que je marchais de Penn Station. Sandra était assise dans le coin du café, un dossier en cuir épais de papier à côté de son café. Elle s'est levée en me voyant, m'a serré dans une brève étreinte qui sentait le parfum cher et l'autorité juridique. « Tu as l'air horrible », a-t-elle dit. Pour être honnête. Mon mari est mort hier, et sa mère a commis une effraction. Sandra a ouvert le dossier, étalant les documents sur la petite table. Voici l'acte. Le dépôt de la LLC, 3 ans de paiements hypothécaires du compte de la société, les registres de taxes foncières, tout. Elle n'a aucun fondement juridique. J'ai besoin de la police, ai-je dit, en parcourant les papiers. J'ai déjà appelé le commissariat. L'agent Rodriguez nous rencontrera à l'immeuble à 9h30. Il s'occupe spécifiquement des expulsions illégales. Les yeux de Sandra étaient vifs derrière ses lunettes. Marie, quand nous arriverons là-bas, laisse-moi parler au début. Tu es en deuil, épuisé et en colère. Tout cela est justifié, mais nous devons faire cela proprement et légalement. À 9h25, nous étions devant notre immeuble. L'agent Rodriguez était déjà là, un homme solide aux yeux gentils qui a écouté attentivement pendant que Sandra expliquait la situation. Derrière lui se tenait un serrurier, Sandra avait organisé une boîte à outils à portée de main. Madame, a dit Rodriguez en s'adressant à moi, vous dites que vous possédez cet appartement et que quelqu'un a changé les serrures sans votre permission. Ma belle-mère. Tandis que j'étais au funérarium pour organiser l'enterrement de mon mari, sa mâchoire s'est légèrement serrée. Allons avoir une conversation. Le trajet en ascenseur ressemblait à une ascension vers la bataille. La porte de Madame Chin était entr'ouverte alors que nous passions, ses yeux s'écarquillant à la vue de la police. D'autres voisins jetaient un coup d'œil, le couloir soudainement animé de témoins. Rodriguez a frappé à 4B avec une autorité qui a fait résonner le son. Déborah a répondu après le 3e coup, et son visage s'est transformé par étapes, annoyance, confusion, puis quelque chose approchant de la peur alors qu'elle enregistrait l'uniforme. Elle portait toujours mon tablier, déesse de la cuisine, imprimé sur sa poitrine en lettres fanées. Un détail si absurde qu'il aurait pu être drôle dans d'autres circonstances. Officier, a commencé elle, se remettant rapidement.
Cette femme me harcèle dans la maison de mon défunt fils. Madame, a interrompu Rodriguez, examinant les documents que Sandra lui avait tendus. Selon ces papiers, cette propriété appartient à Mary Whitmore via Whitmore. Mary Holdings LLC. Êtes-vous Mary Whitmore? Je suis Deborah Whitmore. La mère de John Whitmore, sa vraie famille, mais pas Mary Whitmore. Elle est juste. Deborah a arrêté de regarder les papiers dans les mains de Rodriguez. Quoi? Elsie, c'est impossible. Sandra s'est avancée. Madame Whitmore Senior. Je suis Sandra Reeves, représentant Mary Whitmore, le propriétaire légal de cette propriété. Vous avez illégalement changé les serrures et vous êtes actuellement en infraction. Nous avons besoin que vous partiez immédiatement. Je me suis avancé au-delà de tous dans mon appartement, ma maison, parlant pour la première fois. Il y a 3 ans, lorsque l'immeuble est passé en coopérative, j'ai acheté cette unité. Chaque mot est sorti mesuré, délibéré. Chaque paiement hypothécaire, chaque facture de taxe foncière, chaque frais d'entretien, tout payé par moi via ma LLC. Le visage de Deborah a défilé à travers les émotions comme une machine à sous qui tourne. Incrédulité, rage, calcul, déni. John me l'aurait dit si tu. John ne le savait pas. Cet aveu a ressemblé à retirer une armure. Il avait perdu son emploi. Sa confiance était brisée. S'il avait su que j'achetais notre maison alors qu'il ne pouvait pas contribuer, cela l'aurait détruit. Alors je l'ai protégé, nous avons protégé. Patricia est sortie de la chambre, les bras pleins de mes pulls. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, regardant entre sa mère et l'officier Rodriguez comme un enfant pris en train de voler. Les pulls sont tombés de ses bras, atterrissant en tas de cachemire et de laine. Pat, a sifflé Deborah. Va chercher les documents financiers de John. Montre-leur le bail. Le bail est dénué de sens, a interrompu Sandra. Un arrangement de courtoisie entre époux. L'acte remplace tout accord de bail. Patricia s'est agenouillée pour ramasser les pulls, ses mains tremblant. Maman, peut-être que nous devrions. Nous n'allons nulle part. La voix de Deborah s'est élevée. C'est la maison de mon fils. Elle m'a manipulé, m'a isolé de sa famille. Où étiez-vous? Les mots ont jailli de moi. Des semaines de rage supprimée, enfin libérée. Quand John avait la chimiothérapie tous les mardis pendant 3 mois. Où étiez-vous? Quand il ne pouvait pas garder la nourriture, quand il pleurait de douleur, quand il avait besoin de sa mère. Où étiez-vous, Deborah? L'appartement est devenu silencieux. Même le serrurier a arrêté de trier ses outils. Vous avez envoyé des fleurs, ai-je continué, ma voix maintenant stable. Des arrangements coûteux avec des cartes disant « Je pense à toi », mais vous n'êtes jamais venu, pas une seule fois. Patricia. Tu as rendu visite 2 fois en 6 mois. De brèves visites où tu passais plus de temps sur ton téléphone qu'à parler à ton frère. Nous avons des vies, a commencé Patricia. Il était en train de mourir. Les mots ont flotté dans l'air. Ton frère, ton fils, était en train de mourir et tu n'as pas pris la peine de te présenter. Mais le lendemain de sa mort, tu as réussi à engager un serrurier, à emballer des boîtes, et à orchestrer une prise de contrôle de sa maison. Rodriguez s'est éclairci la gorge. Madame, a-t-il dit à Deborah, vous devez retirer les affaires que vous avez apportées et quitter les lieux. Si des articles ont été emballés qui appartiennent à Madame Whitmore, ils doivent être déballés. C'est ridicule, a dit Deborah. Mais sa voix avait perdu son autorité. Je vais appeler mon avocat. Faites-le donc, a dit Sandra. Ils pourront vous expliquer les lois sur l'infraction et les sanctions pour tentative d'expulsion illégale. Le serrurier a commencé à travailler sur la porte pendant que Deborah restait figée dans mon salon, tout son plan se déroulant fil après fil. Patricia a tranquillement commencé à déballer les boîtes, remettant mes livres sur les étagères, mes photos sur les tables. Ses mouvements étaient mécaniques, honteux. Officier, a essayé Deborah une dernière fois. Vous pouvez sûrement comprendre le chagrin d'une mère. Madame, a dit Rodriguez fermement. Le chagrin ne justifie pas l'effraction. Je suis allé dans la cuisine où Deborah était si à l'aise auparavant. Sa porcelaine, le motif de bleuet qu'elle avait toujours insisté pour qu'il soit supérieur à tout le reste, était empilé sur mon comptoir. J'ai pris une tasse, l'ai examinée, puis je l'ai reposée. Prenez votre vaisselle, ai-je dit calmement. Prenez-la et partez.
Déborah a bougé enfin, ramassant sa porcelaine avec des mains tremblantes. Patricia a aidé toutes les deux, silencieuses maintenant. Les voisins étaient sortis complètement de leurs appartements, ne cachant plus leur intérêt. Madame Chin se tenait dans son seuil, bras croisés, un petit sourire satisfait sur son visage. Alors que Déborah passait près de moi, portant sa précieuse porcelaine comme une réfugiée, elle s'est arrêtée. « Tu crois que tu as gagné ?»« Je crois que j'ai gardé ma maison », ai-je répondu. « La maison que John et moi avons construite ensemble. Celle que tu as essayé de voler pendant que le corps de mon mari attend d'être enterré demain. » Elle a tressailli à cela, la première émotion authentique que j'ai vue d'elle. Patricia a touché le bras de sa mère, la guidant vers la porte où Rodriguez attendait. « Les funérailles », a commencé Patricia. « Demain à midi », ai-je dit. « Vos sièges sont réservés. Premier rang en tant que sa mère et sa sœur. C'est la différence entre nous. Je peux honorer l'amour de John pour toi tout en me protégeant de ta cruauté. » Elles sont parties sans un mot de plus. Les talons de Déborah claquant dans le couloir, Patricia traînant derrière avec un dernier regard d'excuse. Rodriguez est resté jusqu'à ce que le serrurier ait fini d'installer de nouvelles serrures, puis m'a remis 3 jeux de clés. « Je suis désolé pour votre perte, Madame Whitmore », a-t-il dit doucement. Pour les deux. Je suis resté seul dans mon appartement retrouvé après le départ de l'agent Rodriguez. Les nouvelles clés étaient lourdes dans ma main. Le silence semblait différent maintenant, pas paisible, mais expectant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sandra m'avait proposé de rester, mais j'avais besoin d'être seul avec ce qui restait de John dans ces pièces. Le soleil de fin d'après-midi traversait la fenêtre de la cuisine, illuminant les grains de poussière qui dansaient là où Déborah s'était tenue des heures plus tôt dans mon tablier. Je suis allé au bureau de John, un vieux bureau en chêne que nous avions sauvé d'une vente d'occasion à Brooklyn il y a 4 ans. Il l'appelait son centre de commandement, bien qu'il ressemblait généralement plus à un chaos organisé. Des post-it empilés sur les factures, des ronds de café se chevauchant comme des anneaux olympiques sur le bois, malgré mes rappels constants sur les sous-verts. Maintenant, je devais trier tout cela pour les réclamations d'assurance, les frais funéraires, la bureaucratie écrasante de la mort. Le premier tiroir était coincé comme toujours, nécessitant ce mouvement de traction et de levage spécifique que John avait maîtrisé. À l'intérieur gisait le débris banal d'une vie. Coupons expirés, carte de visite de personnes qu'il n'appellerait plus jamais. Une garantie pour une imprimante que nous avions jetée l'année dernière. Je me déplaçais méthodiquement, créant des piles, à garder, à jeter, à classer, en essayant de ne pas penser à la façon dont je démantelais la dernière preuve de son existence quotidienne. Dans le deuxième tiroir, sous une pile de factures médicales que j'ignorais, mes doigts ont trouvé du papier à cahier plié. L'écriture de John, plus tremblante que d'habitude, mais indubitablement la sienne, éplait 5 mots qui m'ont fait retenir mon souffle. Mère, vérifie le congélateur. Important. Le papier tremblait dans mes mains. Ce n'était pas ancien. L'encre était fraîche. Peut-être une semaine ou 2 au maximum. Il avait écrit cela récemment, quand ses mains étaient à peine assez stables pour tenir un stylo. La nature cryptique de cela, si différente de la franchise habituelle de John, suggérait qu'il avait caché quelque chose qu'il ne voulait pas que la mauvaise personne trouve. Je suis allé dans notre cuisine, la lumière de l'après-midi s'estompant maintenant en ambre. Notre congélateur, une ancienne chose qui venait avec l'appartement, fredonnait sa mélodie familière et fausse. À l'intérieur, des dîners surgelés que j'avais achetés mais jamais préparés, tapissaient la porte. Derrière eux, des légumes que nous avions achetés avec optimisme pour des régimes sains qui ne se sont jamais concrétisés. J'ai écarté un sac de maïs surgelé, puis un autre de pois, mes doigts devenant engourdis par le froid. Tout au fond, enveloppé dans un sac de congélation et rangé derrière la crème glacée de l'été dernier, se trouvait une enveloppe blanche en papier. Des cristaux de glace s'étaient formés à sa surface, mais à travers le plastique, j'ai pu voir à nouveau l'écriture de J, pour Marie. Seulement Marie. Je me suis assise à la table de la cuisine, le même endroit où nous avions partagé 7 ans de café du matin, et j'ai soigneusement ouvert le sac de congélation. L'enveloppe contenait 2 articles. Une clé en laiton avec un numéro gravé dessus, 317, et un post-it dans l'écriture plus stable de John datant d'il y a probablement des semaines. Mère, je suis désolé de garder des secrets. Maman pose des questions étranges. Patricia II a créé un plan de secours. First National Bank sur 82 ND, boîte 317. Tout ce dont tu as besoin est là.
nous nous sommes protégés l'un l'autre, n'est-ce pas? Tout mon amour, j'ai. Ma gorge s'est serrée. Même en affrontant la mort, John pensait à l'avenir, se préparant à l'inévitable manœuvre de sa mère. Mais ces mots, nous nous sommes protégés l'un l'autre, suggéraient qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Avait-il découvert la LLC? Savait-il depuis toujours que je possédais l'appartement? First National Bank restait ouverte jusqu'à 18h le vendredi. J'ai attrapé mon manteau et la clé, courant presque les 5 pâtés de maison. Le garde de sécurité m'a reconnu des fois où j'étais venu avec John et a hoché la tête avec sympathie. La femme au guichet de la boîte de dépôt, Martha, d'après son badge, a consulté les dossiers avec une efficacité habituelle. Vous êtes inscrite comme unique bénéficiaire avec accès complet, a-t-elle dit doucement. Monsieur Whitmore a été très spécifique à ce sujet lorsqu'il a mis cela en place il y a 3 semaines. 3 semaines auparavant, alors qu'il suivait encore une chimiothérapie, prétendait encore que les traitements pourraient fonctionner, faisait encore des projets pour l'Italie en octobre. Elle m'a conduite dans une petite pièce privée et m'a apporté la boîte 317, me laissant seul avec tout ce que John avait jugé important de cacher dans un congélateur. À l'intérieur de la boîte métallique se trouvait une clé USB, une enveloppe en manille marquée documents juridiques, et une lettre manuscrite. J'ai ouvert la lettre d'abord, voulant entendre la voix de John, même si ce n'était que par l'encre. Ma très chère Marie, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors maman a déjà fait son coup, et tu as trouvé mes miettes. J'aurais dû être plus courageuse. J'aurais dû la confronter de mon vivant. Mais j'étais faible. Pas à cause du cancer, mais à cause d'une vie à choisir la paix plutôt que la vérité. J'ai dû arrêter de lire, ma vision s'embrouillant. Après un moment, j'ai continué. La clé USB contient quelque chose que tu dois voir. Je l'ai enregistré la semaine dernière avec Marcus Bennett. Tu te souviens de lui de la fête des fêtes? C'est un avocat maintenant. Tout est notarié, témoigné, légal. Maman ne peut pas le contester, bien qu'elle essaiera. L'appartement est à toi, Marie. Je sais pour la LLC. Mon cœur s'est arrêté. Il savait. Je l'ai découvert par accident. Un document fiscal arrivé pendant que tu étais en voyage pour le travail. Au début, j'étais blessé. Puis j'ai été émerveillé. Tu nous as sauvés, tu as sauvé notre maison, et tu n'as jamais dit un mot. Tu m'as laissé garder ma dignité pendant que tu portais le poids. C'est ça l'amour, Mar. C'est le genre d'amour que maman n'a jamais compris. J'ai branché la clé USB sur mon téléphone, assis seul dans cette petite pièce de banque. Le visage de John est apparu à l'écran, mince et pâle, mais ses yeux toujours brillants de détermination. À côté de lui se trouvait un jeune homme en costume, Marcus Bennett, avec des documents étalés sur ce qui ressemblait à une table de conférence. Ceci est le dernier testament et codicile de John Robert Whitmore, a commencé Marcus formellement, mais John l'a interrompu. Pouvons-nous passer à la partie importante, le message personnel? La vidéo a sauté à un nouveau clip. John regardait directement la caméra, me regardant. Marie, tout ce que j'ai est à toi. Chaque compte, chaque possession, chaque souvenir que nous avons construit ensemble. Marcus a les papiers, tous légaux et contraignants. Mais il y a autre chose que je dois dire, et j'ai besoin que maman l'entende si elle conteste ceci. Il a fait une pause, rassemblant ses forces. Maman, je sais que tu regardes ceci parce que tu as essayé de prendre quelque chose à Marie. Elle m'a sauvé quand tu ne l'as pas fait. Quand j'ai perdu mon emploi, elle nous a soutenus sans jamais me faire me sentir petit. Quand je suis tombé malade, elle m'a tenu pendant chaque traitement pendant que tu envoyais des fleurs de loin. Elle a acheté cet appartement quand je ne pouvais pas contribuer, et elle ne me l'a jamais reproché. C'est ça l'amour. Le sacrifice sans compter. Sa voix est devenue plus forte, plus certaine. Tu as passé toute ma vie à essayer de me contrôler avec la culpabilité et l'obligation. Mais Marie m'a aimé avec liberté et respect. Si tu regardes ceci, cela signifie que tu l'as déjà entendu, que tu as déjà essayé de l'effacer de ma vie. Mais tu ne peux pas. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est mon choix. Et chaque document dans cette boîte prouve que ce choix est légal, contraignant et définitif. Choisis l'amour plutôt que le contrôle, maman. Juste une fois, choisis l'amour. La vidéo s'est terminée avec John l'air épuisé, mais résolu. La voix de Marcus Bennett confirmant la date et l'heure, l'authentification légale des souhaits d'un homme mourant.
Je me suis assise dans cette pièce silencieuse, tenant mon téléphone comme si c'était la main de John, ressentant le poids de sa protection même après la mort. J'ai quitté la banque avec la clé USB et les documents soigneusement rangés dans mon sac. Marchant lentement à travers la foule du soir sur Lexington Avenue, le poids du message vidéo de J pressé contre ma poitrine. La connaissance qu'il avait connue la LLC, qu'il m'avait protégé même en me protégeant, a créé un chagrin si complexe que je ne pouvais pas le nommer. Quand j'ai finalement atteint l'appartement 4B, mon téléphone sonnait de manière insistante sur le comptoir de la cuisine où je l'avais laissé. 3 appels manqués d'un numéro inconnu. J'ai écouté le message vocal en me tenant debout exactement à l'endroit où John s'était effondré quelques jours auparavant, même si cela semblait être une vie entière. Madame Whitmore, ici Mitchell Crawford de Crawford Davis et Associés. Je représente Deborah Whitmore concernant la succession de John Whitmore. Je crois qu'il y a eu un malentendu que nous pouvons résoudre à l'amiable. Veuillez me rappeler dès que possible. La formalité de son ton, la façon prudente dont il a dit malentendu au lieu de tentative d'expulsion illégale m'a tout dit sur la prochaine stratégie de Deborah. J'ai rappelé immédiatement, ne voulant pas lui donner le temps de manœuvrer. M. Crawford, ai-je dit quand sa secrétaire nous a mis en relation, je comprends que vous représentez ma belle-mère. Oui, Madame Whitmore. Je crois que nous pouvons parvenir à un accord qui convienne à tout le monde. Madame Whitmore Senior est prête à vous offrir une somme généreuse pour déménager, permettant à la maison de famille de rester avec des parents de sang. La phrase parents de sang encore une fois, comme si l'amour pouvait être mesuré par l'ADN. Combien généreux? J'ai demandé, curieuse de leur désespoir. 50 000 $. Tu pourrais recommencer à zéro, trouver un nouvel endroit sans les souvenirs douloureux. J'ai en fait rié, un son qui nous a surpris tous les deux. Monsieur Crawford, êtes-vous conscient que je possède cet appartement de manière inconditionnelle? Que votre cliente a commis une effraction. Pause. Madame Whitmore Senior conteste la validité de cette propriété. Alors elle peut la contester devant les tribunaux où je présenterai une vidéo de John déclarant explicitement que je l'ai sauvée financièrement pendant qu'elle l'abandonnait pendant son traitement contre le cancer. Elle préférerait que cela devienne un enregistrement public? Le silence s'est étiré plus longtemps cette fois. Peut-être pourrions-nous discuter de cela plus en détail. Les funérailles sont dans 3 jours, ai-je interrompu. Dites à Deborah qu'elle peut assister aux funérailles en tant que sa mère, s'asseoir au premier rang comme promis, et pleurer son fils avec dignité, ou elle peut poursuivre cela légalement, et le dernier message de John à son égard deviendra un témoignage public. Son choix. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage, propre et clarifiante. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. Par le Judas, j'ai vu Madame Chin tenant un plateau à thé, sa petite silhouette drapée dans le cardigan bordeaux qu'elle portait pour les occasions spéciales. J'ai ouvert la porte et elle est entrée sans attendre d'invitation. Tu dois savoir quelque chose, a-t-elle dit, posant le plateau sur ma table basse avec une efficacité habituelle. À propos de cette femme, Deborah. Je me suis assise en face d'elle, acceptant la tasse qu'elle m'a versée. Le parfum de jasmin a rempli la pièce, remplaçant l'odeur persistante du parfum de Deborah. Elle vient ici depuis 1 an, a dit Madame Chin, la voix basse comme si Deborah pouvait encore écouter. 1 fois par mois, parfois plus. Toujours quand toi et John étiez au travail. 1 an. Mon estomac s'est refroidi. Elle avait une clé. Oui. Mais elle a fait plus qu'arroser les plantes. Je l'ai vue avec un mètre ruban, prendre des photos de chaque pièce. Il y a 2 mois, elle a amené un homme en casque. Un entrepreneur. Je pense qu'ils ont discuté des coûts de rénovation, de l'enlèvement des murs, de la modernisation de la cuisine. La préméditation de cela m'a coupé le souffle. Pendant que John recevait son diagnostic, sa mère planifiait de rénover notre maison. Pendant que je recherchais des options de traitement, elle mesurait de nouveaux comptoirs. Elle m'a demandé une fois si tu avais de la famille à proximité, a continué Madame Chin, si tu aurais où aller quand le moment viendrait. Je pensais que tu parlais d'un divorce. Maintenant je comprends qu'elle voulait dire quand John mourrait. Elle savait qu'il était en phase terminale avant nous, j'ai murmuré, la réalisation me rendant malade. Les mères savent toujours, a dit Madame Chin tristement, mais savoir et accepter, ce sont des choses différentes. Elle a choisi de planifier son absence plutôt que de chérir sa présence. Après le départ de Madame Chin,
je me suis assise au bureau de J avec les programmes funéraires étalés devant moi. Grayson et fils avaient envoyé des modèles, suggéré des lectures, des hymnes traditionnels. Je les ai tous écartés. John méritait la vérité, pas la convention. J'ai choisi des lectures de Kurt Vonnegut, l'auteur préféré de John, des passages sur l'amour et la perte que Deborah trouverait insuffisamment religieux. La musique comprendrait Here Comes the Sun, la chanson qu'il fredonnait tous les dimanches matins, fausse et parfaite. Au lieu de demander au pasteur de Deborah de parler, j'ai invité le collègue de John, Marcus, qui avait été témoin de notre vrai mariage, pas de la version que Deborah avait construite dans son esprit. J'adressais des enveloppes pour les programmes quand mon téléphone a sonné. Le nom de Patricia est apparu, me surprenant. « S'il vous plaît, ne raccrochez pas », a-t-elle dit immédiatement, sa voix petite et incertaine. « Qu'est-ce que tu veux, Patricia ? » « Je veux m'excuser. Maman ne sait pas que j'appelle. Elle rencontre son avocat pour trouver des moyens de contourner votre propriété. Et tu appelles parce que, un souffle tremblant, point parce que je l'ai aidé à essayer de voler ta maison et je suis dégoûté de moi-même. Maman m'a promis les économies de John si je l'aidais. Je divorce. Marie, j'ai besoin d'argent pour les avocats, pour recommencer. Elle a dit que tu irais bien, que tu avais de l'argent de famille, que tu n'avais jamais vraiment aimé John de toute façon. Je l'aimais plus que tu ne le comprendras jamais. Je le sais maintenant. La façon dont tu t'es battu pour ta maison, la façon dont John t'a protégé même après la mort. C'est ça l'amour. Maman ne l'a jamais compris parce que papa ne s'est jamais opposé à elle, n'a jamais choisi elle plutôt que quoi que ce soit. Elle ne peut pas reconnaître ce qu'elle n'a jamais eu. L'amertume dans la voix de Patricia révélait des années de blessures que je n'avais jamais vues. Puis-je quand même venir aux funérailles, a-t-elle demandé. Je comprends si tu dis non. J'ai pensé à John, à ce qu'il aurait voulu. Malgré tout, il aimait sa sœur, s'inquiétait de son mariage, lui envoyait de l'argent quand elle le demandait. Tu peux venir, ai-je dit finalement. Mais tu t'assois où je te dis, et tu ne parles pas à moins que je ne te le demande. Merci, a-t-elle murmuré. Marie, l'entrepreneur que maman a amené, elle lui a déjà versé un acompte, $5 000. Elle était si sûre que John allait mourir et que tu disparaîtrais. Après que Patricia ait raccroché, je me suis assise dans l'obscurité croissante de notre appartement, entourée de plans funéraires et de documents juridiques. Demain commenceraient 3 jours de deuil public, de gestion de la présence de Deborah tout en honorant la mémoire de J. Mais ce soir, j'avais une dernière tâche. J'ai ouvert l'ordinateur portable de J et j'ai commencé à écrire son éloge funèbre. Pas la version aseptisée que Deborah préférerait, mais la vérité sur un homme qui aimait la musique des Beatles et le mauvais café, qui a perdu un emploi et a trouvé de la résilience, qui savait que sa femme les avait sauvés et l'aimait davantage pour lui avoir permis de garder sa fierté. J'ai terminé de taper la dernière ligne de l'éloge funèbre de J à 2 heures du matin. L'écran de mon ordinateur portable était la seule lumière dans notre appartement sombre. Les mots se sont brouillés à travers des yeux fatigués, mais c'étaient des mots honnêtes, des mots vrais que John méritait d'avoir prononcés à ses obsèques. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai essayé de dormir sur le canapé, incapable de faire face à notre lit vide, mais le repos ne venait pas. Demain, aujourd'hui maintenant, j'allais enterrer mon mari tout en gérant la présence de sa mère, un numéro d'équilibriste entre le chagrin et la vigilance. Le matin est arrivé gris et humide, le genre de jour d'octobre qui n'arrivait pas à décider s'il voulait pleuvoir. Je me suis habillé soigneusement dans la robe noire que John avait aimée, celle qu'il m'avait achetée pour notre dîner du 5e anniversaire. Mes mains tremblaient alors que j'attachais le collier de perles que John m'avait donné à Noël dernier, mon dernier cadeau de Noël de sa part. Le reflet dans le miroir montrait une veuve, un mot qui sonnait encore étranger et faux. Je suis arrivé à la chapelle 1 heure à l'avance, ayant besoin de m'assurer que tout était arrangé avant l'arrivée de Deborah. Le directeur des pompes funèbres, Monsieur Grayson, m'a rencontré à l'entrée avec une sympathie habituelle et un presse-papier des derniers détails. Le cercueil de John était à l'avant, fermé comme je l'avais demandé, entouré des arrangements que ses collègues et amis avaient envoyés. De simples roses blanches et des lys, rien à voir avec les démonstrations ostentatoires que Deborah aurait choisies. Les programmes sont sur chaque siège comme vous l'avez demandé, a dit doucement Grayson. Le musicien connaît la playlist. Avez-vous besoin d'autre chose? Avant que je puisse répondre, un mouvement à l'entrée de la chapelle a attiré mon attention. Deborah était arrivée 45 minutes plus tôt. Mais elle n'était pas seule. 3 personnes que je connaissais à peine la flanquaient.
le cousin de John, Robert, de Philadelphie, le cousin d'Annie, de Baltimore, et un homme plus âgé qui devait être l'oncle William, le frère de Deborah, que John n'avait mentionné que 2 fois en 7 ans. Ils marchaient en formation comme une garde d'honneur. Leur costume sombre et leur visage sombre suggéraient qu'ils avaient été briefés pour la bataille plutôt que pour le deuil. Deborah portait un tailleur noir avec un voile, l'image du chagrin maternel. Bien que le voile ait commodément masqué son expression, elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de l'entrée, surveillant la chapelle comme un général inspectant ses troupes, attendant clairement de trouver des sièges vides qu'elle pourrait remplir avec ses renforts. Au lieu de cela, elle a trouvé les collègues de John déjà rassemblés, arrivés encore plus tôt à ma demande. Marcus de la comptabilité, Lisa de la création, Paul des TI. Des gens qui connaissaient John au quotidien, qui avaient été témoins de notre mariage en temps réel, qui l'avaient entendu parler des critiques de sa mère et du soutien de sa femme. Ils ont levé les yeux quand Deborah est entrée, leur visage neutre mais alerte. Je me suis dirigé directement vers Deborah avant qu'elle ne puisse avancer davantage dans la chapelle. « Deborah » ai-je dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Comme c'est gentil de ta part d'amener des membres de la famille qui n'ont pas vu John depuis des années. Robert s'est décalé mal à l'aise. Denny a regardé ses chaussures. Oncle William, que je n'avais jamais rencontré, s'est avancé. Tu dois être Marie, a-t-il dit, tendant la main. Deborah nous a parlé de la situation avec l'appartement. A dit que tu lui avais fermé la porte alors qu'elle essayait de préserver la mémoire de John. Le mensonge était si audacieux, si complètement inversé par rapport à la réalité que j'ai failli l'admirer. Presque, en fait, ai-je dit, maintenant le contact visuel avec William tout en sachant que tout le monde écoutait. Deborah a changé les serrures de mon appartement le jour où John est mort alors que j'étais au funérarium. Elle m'a dit que je n'étais qu'une épouse sans droit et qu'elle essayait de voler ma maison. La police a dû la faire partir. La main de William est tombée. Il s'est tourné pour regarder sa sœur dont le visage derrière le voile était devenu rigide. La police, a demandé Robert, la voix légèrement craquée. Pour effraction, ai-je confirmé. Je possède l'appartement depuis 3 ans. Deborah savait que John mourait et a essayé de profiter de mon deuil pour le voler. Elle l'a fait, a commencé Deborah. Mais William a levé la main. Je suis là pour John, a-t-il dit fermement. Pas pour quoi que ce soit d'autre. Il m'a regardé. Je m'excuse. Je ne connaissais pas bien mon neveu, mais il ne méritait pas que ses funérailles soient transformées en cela. Puis-je quand même y assister? Bien sûr, ai-je dit. John aurait voulu que sa famille soit là. La vraie famille qui est venue le pleurer, pas pour mener une guerre. William a passé sa sœur sans un mot de plus, choisissant un siège de ce qui était clairement devenu mon côté de la chapelle. Après une hésitation, Denny a suivi. Robert a traîné, tiraillé entre loyauté et honte, avant que Deborah ne lui attrape le bras. Eh bien, nous allons nous asseoir au premier rang, a-t-elle déclaré, bien que sa voix ait perdu son ton autoritaire. Vos sièges sont réservés, ai-je dit. Premier rang comme promis. Toi et Patricia. Le service a commencé précisément à midi. Le révérend Mills, que j'avais choisi spécifiquement parce qu'il ne connaissait pas Deborah, a parlé de perte et d'amour avec une chaleur authentique. Quand le moment est venu pour l'éloge funèbre, je me suis levé au pupitre avec les propres mots de John en main. Je veux partager quelque chose que John a écrit, j'ai commencé, ma voix plus stable que prévu. Il n'y a pas longtemps, quand il savait que son temps était limité. J'ai déplié le papier, celui que j'avais trouvé avec les instructions de testament vidéo, et j'ai lu. Si vous entendez ceci, cela signifie que ma mère est probablement assise au premier rang en train de planifier comment réécrire notre histoire. Alors, permettez-moi d'être clair. J'ai choisi Marie plutôt que l'approbation de ma mère chaque jour pendant 7 ans. C'était le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Maman n'a jamais compris que l'amour n'est pas une question de contrôle ou de condition. Il s'agit de choisir le bonheur de quelqu'un plutôt que son propre confort. Marie l'a fait pour moi chaque jour, surtout quand je ne pouvais pas subvenir à nos besoins. Elle nous a sauvés financièrement et ne m'a jamais fait me sentir petit pour ça. Maman, si tu écoutes, sache ceci. Chaque fois que tu critiquais Marie, tu me repoussais davantage. Chaque fois que tu la faisais te sentir indésirable, tu me faisais me sentir sans abri dans ma propre famille. J'ai trouvé ma vraie maison avec Marie. C'est ma vérité. C'est mon héritage. La chapelle est devenue silencieuse. Deborah était assise figée,
son voile cachant toute émotion qui aurait pu traverser son visage. Patricia, qui était arrivée en retard et s'était glissée à l'arrière, avait des larmes coulant sur ses joues. Les collègues qui avaient entendu les frustrations de John pendant des années concernant sa mère, hochaient la tête en signe de reconnaissance. Quand le service s'est terminé, les gens sont passés pour offrir leurs condoléances. Déborah est restée assise, isolée au premier rang alors que les personnes en deuil l'évitaient délibérément, s'approchant plutôt de moi. Même Robert est finalement venu, murmurant une excuse avant de fuir la chapelle. Finalement, Patricia s'est approchée. Elle tenait une enveloppe dans ses mains tremblantes. « Voici la clé de rechange que maman a utilisée », a-t-elle dit doucement, la posant dans ma paume. Celle qu'elle a fait faire l'année dernière quand elle a commencé à planifier. Elle a jeté un coup d'œil à sa mère, toujours assise seule. Tu étais la seule qui l'aimait vraiment. Maman aimait l'idée de lui, le fils qu'elle voulait qu'il soit. Mais toi, tu aimais John tel qu'il était. Patricia s'est éloignée alors, pas vers sa mère, mais vers la sortie, laissant Déborah complètement seule au premier rang des funérailles de son fils. La femme qui était arrivée avec des renforts était maintenant assise abandonnée, même par la famille qu'elle avait recrutée. La chapelle se vidait autour d'elle, les voix s'estompant, les pas reculant, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'elle et l'absence du soleil qu'elle essayait de contrôler. Même après la mort, je me suis tenu à l'arrière de la chapelle, la regardant s'asseoir avec les conséquences de ses choix. Il y aurait d'autres batailles. Je le savais, le testament, la succession, les manœuvres juridiques sans fin qu'elle tenterait probablement. Mais en ce moment, aux funérailles de J, la vérité avait été dite et entendue. Je suis resté à l'entrée de la chapelle, regardant Déborah se lever enfin du premier banc. Elle s'est déplacée lentement, comme si le poids des mots de John l'avait vieilli en l'espace d'une heure. Quand elle est passée près de moi, elle n'a rien dit, son voile cachant toujours son visage. Le clic de ses talons sur le marbre s'est estompé alors qu'elle disparaissait dans le gris de l'après-midi. Je suis resté seul dans la chapelle vide encore un moment, puis je suis allé à ma voiture avec la clé de rechange que Patricia avait rendue, toujours serrée dans ma paume. Ce soir-là, je me suis assise à l'ordinateur de John avec la clé USB contenant son testament vidéo. L'appartement semblait différent maintenant, plus calme, mais d'une certaine manière plus mien. J'ai ouvert les contacts de J et j'ai commencé à taper des adresses. Robert à Philadelphie, Denny à Baltimore, oncle William, et une douzaine d'autres parents que Déborah avait gardés dans son orbite à travers des histoires soigneusement élaborées sur notre mariage. Chacun recevrait le même message avec la même pièce jointe. « Chère famille », ai-je écrit, John a laissé un message vidéo qu'il voulait que vous voyiez. Il a demandé que la vérité soit partagée avec ceux qui comptent. S'il vous plaît, regardez quand vous serez prête. Avec amour, Marie. J'ai joint le fichier vidéo et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir reconsidérer. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer avec des accusés de réception rouge. Puis 20 minutes plus tard, la première réponse est arrivée de l'oncle William. Marie, je viens de regarder la vidéo de John. J'ai profondément honte du comportement de ma sœur et de mes propres suppositions. John a eu de la chance de t'avoir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Denny a écrit ensuite un email plus long décrivant comment Déborah l'appelait mensuellement avec des mises à jour sur la détérioration de la situation de J et ma supposée manipulation. La réponse de Robert était la plus courte mais peut-être la plus révélatrice. Maintenant, je comprends pourquoi John a arrêté de venir aux réunions de famille. Ce n'était pas toi qui le tenais à l'écart. Vers minuit, 7 membres de la famille avaient répondu, chacun révélant des bribes de la campagne de Déborah contre moi qui durait depuis des années. Elle m'avait d'abord dépeinte comme une chercheuse d'or, puis comme une personne contrôlante, enfin comme négligente quand John est tombé malade. La vidéo de John, le regard clair et déterminé, décrivant comment je l'avais financièrement sauvé tout en préservant sa dignité, a brisé tous les récits qu'elle avait construits. Le lendemain matin, un samedi, je buvais du café quand on a frappé fort à ma porte. Par le Judas, j'ai vu Mitchell Crawford, l'avocat de Déborah, tenant une épaisse enveloppe en manille. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Madame Whitmore », a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. « Je suis ici pour vous signifier des documents juridiques. » J'ai pris l'enveloppe, en parcourant les papiers pendant qu'il attendait. Déborah me poursuit pour détresse émotionnelle, diffamation, et quelque chose appelé infliction intentionnelle de souffrance émotionnelle par humiliation publique. Elle demandait des dommages de $200 000. C'est du désespoir, ai-je dit,
en regardant Crawford. Il a déplacé son poids. Madame Whitmore Senior estime que la distribution de la vidéo constitue. La vérité constitue maintenant de la diffamation. Je ne suis que le messager, a-t-il dit, reculant déjà. La date du procès est fixée à mardi. Mardi est arrivé vite. Le palais de justice sur Center Street était plus animé que lors de notre visite précédente. Deborah était assise à la table des plaignants avec Crawford, sa posture rigide, portant le même tailleur noir que lors des funérailles. Sandra était assise à côté de moi, ayant examiné le procès frivolou avec un amusement à peine dissimulé. Le juge Harrison, une femme dans la soixantaine avec des yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique, a examiné les documents avec une impatience évidente. Elle a levé les yeux vers Crawford. Conseiller, votre cliente affirme une détresse émotionnelle parce que la vidéo du défunt a été partagée avec des membres de la famille. La vidéo contenait des déclarations diffamatoires faites par le défunt lui-même. Les sourcils du juge se sont levés. Suggérez-vous que Madame Whitmore a, d'une manière ou d'une autre, forcé son mari mourant à enregistrer de fausses déclarations? Crawford a tâtonné ses papiers. La distribution était malveillante. L'était-elle? Le juge Harrison s'est tourné vers Sandra. Madame Reeves, pourquoi cette vidéo a-t-elle été distribuée? Sandra s'est levée. Votre honneur, Madame Whitmore, Senior a répandu de fausses informations sur ma cliente auprès de membres de la famille pendant des années. La vidéo contenait les propres mots de Monsieur Whitmore, sa vérité, partagée avec sa famille comme il l'avait demandé. De plus, j'aimerais soumettre la preuve de la tentative d'expulsion illégale de ma cliente par Madame Whitmore Senior le jour de la mort de Monsieur Whitmore. Elle a remis notre documentation. Le rapport de police, les documents de propriété, la déclaration de l'agent Rodriguez. Le juge Harrison a lu en silence pendant plusieurs minutes, son expression devenant plus sévère à chaque page. Madame Whitmore Senior, a dit enfin le juge, regardant directement Deborah. Vous avez changé les serrures d'un appartement que vous ne possédiez pas pendant que la propriétaire légale était au funérarium pour organiser l'enterrement de son mari. Deborah a commencé à parler, mais Crawford lui a touché le bras, la faisant taire. Votre honneur, a tenté Crawford. Cette affaire est résolue. L'est-elle? La voix du juge était glaciale. Parce que de là où je suis, je vois un schéma de harcèlement. Madame Whitmore, Senior. Non seulement je rejette ce procès frivolou, mais je vous mets en garde. Toute action juridique future contre Mary Whitmore qui manquerait de fondement substantiel entraînera des accusations de harcèlement. Suis-je clair? Oui, votre honneur, la réponse de Deborah était à peine audible. De plus, a continué le juge Harrison, si vous vous approchez à moins de 100 pieds de Madame Whitmore ou de sa propriété sans permission écrite explicite, vous serez arrêté. Ce n'est pas une suggestion. Nous avons quitté le palais de justice en silence. Deborah et Crawford se sont précipités vers une voiture en attente pendant que Sandra et moi marchions lentement, traitant ce qui venait de se passer. Toutes les voies juridiques que Deborah aurait pu emprunter avaient été fermées en moins de 20 minutes. Cet après-midi-là, j'ai rencontré un serrurier recommandé par Sandra, quelqu'un qui se spécialisait dans les systèmes biométriques. Pendant qu'il travaillait à installer la nouvelle serrure, Madame Chin est sortie de son appartement avec du thé et des biscuits. Bien, a-t-elle dit, regardant le serrurier programmer le scanner. Plus de clés pour que cette femme puisse copier. Le serrurier a expliqué le système. Mon empreinte digitale sauvegardée par un code que seul moi connaîtrais. Aucune clé physique n'existait. Le clic de la serrure qui s'engageait sonnait différemment maintenant, électronique et définitif. Madame Chin a hoché la tête avec approbation. Votre maison vous appartient désormais seule, a-t-elle dit. Comme il se doit. 3 jours se sont écoulés dans le calme. J'ai commencé à trier les affaires de J correctement, sans urgence ni crainte d'invasion. Le 4e matin, j'ai trouvé une simple enveloppe blanche sous ma porte, sans timbre ni adresse. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec l'écriture distinctive de Deborah, la même main qui avait signé des cartes d'anniversaire avec un amour conditionnel, qui avait écrit des chèques avec un soutien réticent. Juste 2 phrases, tu as gagné. Il t'a choisi. Pas de signature, pas d'adresse de retour. Mais je savais que l'aveu devait lui avoir coûté tout. Sa fierté, son récit construit, son sentiment de propriété maternelle. J'ai tenu le papier pendant un long moment, réfléchissant à la possibilité de le garder ou de le jeter. Finalement,
je les pliai soigneusement et je les plaçai dans le tiroir du bureau de J, non pas comme un trophée, mais comme une preuve que quelque part, sous tout son contrôle et sa cruauté, Déborah avait finalement entendu ce que son fils avait essayé de lui dire. Il avait choisi l'amour plutôt que le sang, le partenariat plutôt que la possession, et à la fin, même elle avait dû reconnaître cette vérité. J'ai fermé le tiroir contenant l'aveu de Déborah et je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur le cordon de sécurité. Le soleil d'avril filtrait à travers la vitre, réchauffant mon visage d'une manière qui rappelait que le printemps était arrivé sans permission, sans attendre que le chagrin ne s'apaise. Le cordon de sécurité, dont John avait toujours parlé de le convertir en un petit jardin, restait vide, à l'exception de la chaise pliante où il buvait son café du matin. 6 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles. Les bords tranchants de la perte ne s'étaient pas émoussés exactement, mais ils étaient devenus familiers, comme apprendre à naviguer autour des meubles dans le noir. Je me déplaçais différemment dans l'appartement maintenant, ne surprenant plus par le silence, n'attendant plus d'entendre la clé de J dans la serrure à 18h30. Ce matin-là, j'ai finalement ouvert le tiroir du bas du bureau de J où j'avais glissé son journal de jardinage il y a des mois, incapable d'affronter son écriture, ses plans pour un avenir qui n'arriverait jamais. Le carnet, un simple cahier de composition de la pharmacie, contenait des croquis et des notes dans son style méthodique. Des pages de recherche sur les herbes qui poussaient le mieux à mi-ombre, quel conteneur offrait un bon drainage, des dessins détaillés sur la façon de maximiser l'espace limité du cordon de sécurité. Sur la dernière page, datée de 2 semaines avant son effondrement, il avait écrit, pour Marie, commence par le basilic et le romarin. Ils sont aussi indulgents que toi. En dessous, un croquis grossier de jardinière rectangulaire disposé le long de la rambarde, chacune étiquetée avec les profondeurs de plantation et les horaires d'arrosage. J'ai porté le journal aux quincailleries de la 2e avenue, montrant les croquis à un employé qui m'a aidé à choisir les conteneurs et le sol approprié. Les graines de basilic étaient dans un sachet décoré de feuilles vertes optimistes. Les plants de romarin sentaient les dîners du dimanche que nous n'aurions plus jamais. J'ai acheté tout le matériel plus un petit arrosoir que John avait encerclé dans le journal avec une note, le jaune étant sa couleur préférée. La mise en place du jardin a pris la majeure partie de l'après-midi. J'ai disposé les conteneurs exactement comme John l'avait dessiné, les fixant à la rambarde avec du fil de fer pour éviter les dommages dus au vent. Le sol semblait frais et indulgent entre mes doigts alors que je plantais chaque graine, chaque plant, suivant ses instructions avec la dévotion de quelqu'un qui suit une carte au trésor. Quand j'ai eu fini, le cordon de sécurité avait l'air intentionnel pour la première fois depuis que nous avions emménagé. 2 semaines plus tard, les premières pousses vertes ont percé la terre. Je l'ai photographié avec mon téléphone quand on a frappé. Par le Judas, j'ai vu Patricia debout dans le couloir avec 2 enfants, un garçon d'environ 8 ans, et une fille peut-être 6, tous 2 avec les yeux bruns distinctifs de J. Je n'avais pas parlé à Patricia depuis les funérailles, quand elle m'avait rendu la clé de rechange. Ouvrir la porte a ressemblé à traverser un pont dont je n'étais pas sûr qu'il tiendrait. Marie, a-t-elle dit, sa voix incertaine. Je sais que j'aurais dû appeler d'abord. Ce sont mes enfants, Michael et Emma. Ils n'ont jamais vraiment connu leur oncle John, et je voulais qu'ils te connaissent. Les enfants se tenaient partiellement derrière leur mère, curieux, mais timides. Le garçon tenait un petit pot de fleurs. Nous vous avons apporté ça, a dit Michael, tendant le pot. Maman a dit que l'oncle John aimait les jardins. C'était une plante de menthe, déjà parfumée et indisciplinée. Je l'ai acceptée avec soin, puis je me suis écarté pour les laisser entrer. Le soulagement de Patricia était visible alors qu'elle guidait ses enfants dans l'appartement. Maman ne sait pas que je suis ici, a dit Patricia doucement pendant que les enfants exploraient le salon. Elle ne comprendrait pas. Mais j'ai pensé à J, à sa vidéo, à ce qu'il a dit. Il avait raison. Nous étions tellement préoccupés par ce que devait être une famille que nous avons manqué ce qu'elle était réellement. Emma avait découvert le jardin sur le cordon de sécurité par la fenêtre de la cuisine. Tante Marie, vous avez des plantes dehors. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai aidé les 2 enfants sur le cordon de sécurité, leur montrant le journal de John, expliquant comment chaque plante avait ses propres besoins et sa personnalité. Michael a immédiatement commencé à poser des questions sur les taux de croissance et la photosynthèse. Emma voulait savoir si les plantes avaient des noms. Pas encore, leur ai-je dit. Voulez-vous leur donner des noms? Alors que les enfants débattaient des noms pour les plants de basilic, Patricia se tenait à côté de moi dans la cuisine. Je divorce, a-t-elle dit doucement. Enfin. Et je voulais que mes enfants sachent que la famille n'est pas toujours le sang.
Parfois, ce sont les gens qui choisissent de t'aimer, même quand c'est compliqué. Après leur départ, promettant de revenir quand les herbes seraient prêtes à être récoltées, Madame Chin a frappé avec son rituel du thé du soir. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil peindre le cordon de sécurité en or. Cet immeuble a des histoires, a-t-elle dit de manière inattendue. La femme qui vivait ici avant la dernière locataire, dans les années 80. Elle s'appelait Ruth. Son mari est mort jeune et sa famille a essayé de la chasser. Elle s'est battue contre eux pendant 2 ans, a gardé sa maison, a vécu ici jusqu'à 93 ans. Tu la connaissais. Elle m'a appris qu'une maison de femme est sa forteresse. Que les racines une fois plantées assez profondément ne peuvent pas être arrachées par personne. Madame Chin a fait un geste vers le jardin du cordon de sécurité. Les plantes de John pousseront bien ici. Et peut-être que tu devrais penser à aider d'autres femmes qui affrontent ce que tu as affronté. Tu as maintenant des connaissances, de l'expérience qui pourrait sauver quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je me suis tenu dans ma cuisine à faire du café avec la même routine que j'avais développée sur 7 ans, mais tout semblait différent. Pas faux, juste évolué. La tasse de John est restée dans le placard, intacte, mais présente, comme un marque-page dans une histoire que j'étais encore en train de lire. Les murs que nous avions peints ensemble tenaient encore nos choix de couleurs, nos disputes sur les nuances, nos rires sur les incidents de rouleau. La serrure biométrique s'est déclenchée alors que je l'essayais une dernière fois avant de me coucher, un son qui était devenu réconfortant plutôt que nécessaire. Personne n'essaierait de reprendre cet appartement. Déborah s'était retirée dans n'importe quel coin de Long Island qu'elle habitait, son silence plus complet que n'importe quelle ordonnance de non-communication ne pourrait le garantir. J'ai finalement compris que la victoire ne consistait pas à vaincre Déborah ni même à garder l'appartement. Il s'agissait de continuer à vivre pleinement dans l'espace que John et moi avions créé ensemble, en le laissant évoluer tout en honorant ce qu'il avait été. Les herbes sur le cordon de sécurité pousseraient et fleuriraient éventuellement. Les enfants de Patricia visiteraient à nouveau, apportant du bruit et des questions. Madame Chin continuerait ses visites avec du thé et des histoires sur l'histoire de l'immeuble. Mes racines avaient poussé trop profondément pour que quiconque puisse les arracher, non pas parce que je m'étais battu pour elles, mais parce que je les avais plantées avec amour, arrosées de larmes, et leur avais donné le temps de se renforcer dans un sol qui connaissait mon nom. L'appartement était plus qu'une propriété maintenant. C'était la preuve que certaines choses une fois vraiment possédées ne peuvent jamais être enlevées. Si cette histoire de résilience et de justice vous a captivé jusqu'à la toute fin, appuyez sur ce bouton like dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.